barateli, a chekain, a no kain. Ibe om nanani wa ibe om nanani anduye. Nyokote nyokomanda andilula, c'est de la qualité. Nyokote nyokomanda andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi baratelima, chenyuma, songoda matemedia. Andi baratelima, telima, wabdaka di tro. Sojo la la fiera, pendirike la fiera. Ibe om nanani here, Mali on severa. Andu intérieur, indox, andu extérieur, exdox. Songoda matemedia do, andi si mankol. Apara no kanyine, abeja teliala, abika so nuya, songoda matemedia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogo no tani kene mata, abara no kanyi. Ibi 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 Elle représente 49,7% de la population malienne, soit plus de 11 138 000 selon le 5e recensement général de la population et de l'habitat. Et pourtant, les femmes demeurent confrontées à de nombreux défis, dont la persistance des stéréotypes et des normes sociales, la faible représentation dans les sphères de décision politique ou encore l'accès insuffisant à la justice et aux mécanismes de recours, pour ne citer que ceci. Bien le bonsoir à vous et merci d'avoir choisi Advance TV en espérant que vous êtes à l'aise et heureuse de vous retrouver. Vous comprenez également ce soir, l'émission parle des droits des femmes et des filles. Pour savoir où est-ce que nous en sommes pour cette émission, nos invités sont Madame Aïché Baba Keïta, elle est présidente de la coordination des femmes solidaires et autonomes et de la Forçata civile. C'est bien cela? C'est bien cela. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité et bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup. Nous avons en face de vous la juge d'instruction. Elle est présidente de la plateforme des femmes de l'AES section Mali. Elle se nomme Astan Baya. Bonjour. Bonjour. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. En face de Mme Astambay, nous avons Nansan Konaté. Elle est secrétaire à l'organisation du groupe Pivot Droit et Citoyenneté des femmes et secrétaire générale du COFEM. C'est bien cela? C'est bien ça. Bonjour. Bonjour et merci une fois de plus d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci. Nous avons également sur la banquette des invités, Mme Doubia Kadidja Touré. Elle est présidente du district de Kafella. Bonjour madame. Merci d'être avec nous. C'est à moi de vous remercier. Alors, comme introduit, nous parlons des droits des femmes et des droits des filles. Notamment, la journée a été célébrée il y a quelques jours. Je commencerai par vous, Madame Aïché Baba Keïta. Votre clin d'œil par rapport à cette journée. Est-ce que pour vous, les femmes ont compris l'essence, l'essentiel de la célébration du 8 mars? À mon sens, à l'instant T, oui. Les associations féminines ou même la Malienne Lambda a bien compris que ce n'est pas seulement une célébration. Certes, nous devons célébrer les acquis en faveur des femmes parce que nous n'avons pas eu les mêmes problèmes que les femmes d'ailleurs. Depuis le tout premier gouvernement organisé de Kourouganfoura, les femmes y siégeaient au Mali. Dans d'autres pays, les femmes se sont battues pour avoir un permis de conduire, des femmes se sont battues pour pouvoir accéder aux postes électifs. Au Mali, ça ne s'est jamais passé ainsi. Sur le plan administratif et même juridique, les femmes ont beaucoup de droits. La Constitution même dit que nous sommes les égaux des hommes. Mais dans les faits, ça se passe autrement. Certes, c'est une journée qui doit être célébrée. On a compris que ce n'est plus une fête.
on a bien compris que c'est une journée de réflexion, une journée de sensibilisation, une journée de plaidoyer en faveur des défis du moment. Et je pense que les femmes ont compris. Maintenant, nous avons compris que nous devons nous donner la main pour pointer du doigt les défis du moment, les relever ensemble. Et le 8 mars, c'est un moment idéal pour le faire en partenariat avec notre département. Merci pour ces mots, Madame Astambay. La même question, j'ai envie de vous la poser. Quand on parlait du 8 mars, pour beaucoup de femmes, c'était un moment où on disait à son compagnon, il faut cuisiner pour moi parce que c'est la journée internationale des femmes. Aujourd'hui, je me repose, c'est à toi de prendre soin des enfants. Est-ce que, quelque part, on n'a pas dénaturé cette fête en tant que telle? Merci pour la question. Auparavant, oui. Le 8 mars n'était pas du tout compris. Les femmes pensaient que c'était une journée de folklore. Il fallait s'habiller en pagne de 8 mars, fêter, danser, chanter. Et lorsque vous voyez les blagues par rapport à la journée, c'était des blagues par rapport au fait que c'est le mari qui doit préparer aujourd'hui, la femme va se reposer. Donc ce n'était pas du tout compris en tant que journée des droits des femmes, journée de réflexion par rapport aux acquis sur nos droits, journée de réflexion sur nos défis et journée de réflexion pour transcender ces défis-là. Mais heureusement que de plus en plus, les femmes comprennent l'esprit du 8 mars, mais le fait qu'on assimilait souvent la journée du 8 mars au fait que le mari doit préparer pour sa femme, ce n'était pas anodin. L'idée derrière, c'était pour que le conjoint puisse mesurer le rôle et la responsabilité de sa femme pendant cette seule journée. C'était de se substituer à la femme pour voir quel est le rôle que cette dame-là joue dans cette maison. Parce qu'elle est infirmière s'il le faut, elle est psychologue, éducatrice, elle est tout dans la maison. Que ce soit les enfants, que ce soit leur père, en face d'un problème, on demande toujours la maman. Donc, elle est obligée d'intervenir. À un certain moment donné, elle se demande, c'est moi qui m'occupe de tout le monde. Qui s'occupe de moi finalement? Donc, pendant cette journée de 8 mars, elle disait qu'aujourd'hui, je vais me reposer. Le conjoint, il faut prendre le relais. Il faut jouer tout le rôle que moi je joue pour mesurer maintenant l'importance que moi je joue dans cette famille. C'était l'idée derrière. Mais malheureusement, cette idée n'a pas été comprise. Elle n'a pas du tout été comprise. Les femmes, souvent, on voit comme une blague et on passe à côté de l'essentiel, l'idée qui est derrière. Mais heureusement, aujourd'hui, avec des actions très, très concertées des organisations de la société civile, les femmes elles-mêmes, elles comprennent. C'est pourquoi vous allez voir que pendant la célébration de la journée du 8 mars, actuellement, on a des conférences-débats où on discute vraiment de nos réels problèmes. On a des espaces d'échange. Il y a des professionnels qui m'invitent souvent à l'occasion de la journée du 8 mars pour venir parler des droits des femmes pendant cette journée-là. Et tout ça, c'est à l'actif des organisations de la société civile et également de la presse comme vous qui organisent de tels débats pour que les gens puissent comprendre que le 8 mars, c'est la journée des droits des femmes. Et actuellement, les femmes sont sur tous les fronts et le Mali ne se fera pas sans nous. Merci pour ces mots. Alors, Madame Nansa Konaté, les femmes, le Mali ne se fera pas sans les femmes. Ça, c'est un fait, c'est indéniable. Elles représentent pratiquement la moitié de la population malienne, mais elles ont très peu de droits, du moins ça, dans les faits. Mais pour vous, comment comprendre qu'après autant d'années d'existence, après autant d'années de célébration du 8 mars, on en est encore là, à se dire, certaines femmes ne savent même pas encore pourquoi on célèbre le 8 mars. D'accord. Merci pour la question. Bon, je dirais que beaucoup a été fait dans ce sens, étant donné que les organisations de femmes se battent pour que les femmes à la base comprennent même le sens même du 8 mars. Mais beaucoup reste à faire. Le chemin est long à parcourir pour que toute la population puisse comprendre que le 8 mars, ce n'est pas une simple fête, mais une journée de mobilisation pour les droits, l'égalité et la reconnaissance du rôle de la femme dans la société. Merci.
Une connaissance de l'égalité du rôle des femmes dans la société. Alors, Madame Doumi, est-ce que vous partagez cet avis quand on sait que beaucoup de chemin a été parcouru, mais il reste beaucoup de choses à faire également? Et merci, je partage tout à fait cette question pour la simple raison que quand elle dit que les femmes ont mis du temps à comprendre le 8 mars, la lutte pour laquelle nous nous sommes engagés, cela est dû au fait que le message est transmis en français. Et les femmes constituent la presque totalité de la population malienne. Transmettre un message dans une langue qu'elles ne comprennent pas, ça c'est de passer à côté. Et c'est pourquoi nous disons que dorénavant, et d'ailleurs ça a été compris parce que chaque année pour la célébration, le message se passe en langue nationale bamananka. Alors, si vous suivez, je sais que vous suivez d'ailleurs, chaque année, les femmes, toutes les femmes se retrouvent aux États-Unis, au siège des Nations Unies, pour célébrer le 8 mars. Et toutes les femmes, et chaque jour, il y a un pays qui passe. C'est pour faire l'évaluation de ce qui a été fait dans le cadre des droits des femmes et des filles. Et donc, d'ores et déjà, les femmes comprennent, elles ont commencé à comprendre que le 8 mars, c'est au prix de leur sang que nous avons obtenu ce 8 mars. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la semaine passée, nous avons organisé une journée de conférence. La conférence s'est tenue en langue nationale bamananka. Donc, vraiment, les femmes, elles sont là, elles ont compris et elles luttent également pour réclamer leurs droits. Droits des femmes et des filles, nous en parlons toujours. Pour vous, quels sont les combats que vous menez, Madame Aïcha Baba, quand on sait que vous êtes quand même à la tête d'une grande organisation qui a plusieurs années d'existence et qui aujourd'hui, on peut dire, regroupe plusieurs milliers de femmes, que ce soit sur le plan national et même à l'international? Merci pour la question. Il est important de préciser que nous existons depuis 9 ans cette année. Et depuis quelques mois, Femmes Solidaires Guinée existe, FSAG. Donc nous sommes devenus une coordination internationale. Maintenant, ce que nous faisons pour les droits des femmes, pour nous être autonomes, l'autonomisation, qu'elle soit financière, qu'elle soit morale ou même qu'elle soit simplement sociale, fait partie des droits des femmes. Par exemple, nous œuvrons beaucoup pour l'accès des femmes et des jeunes filles à la formation professionnelle. Les certificats d'aptitude professionnelle sont très importants pour nous. Nous nous disons qu'il faut laisser les femmes choisir d'elles-mêmes. Et ça, c'est une forme d'autonomisation à notre sens. On a beau leur dire vendre de l'eau, c'est important, ça peut rapporter, mais si ce n'est pas la vocation de la personne et que ce n'est pas un choix pour la personne, nous allons appuyer, nous, notre idée, pas la vocation de la personne. Donc, on les appuie dans ce sens-là. On les fait comprendre que le droit à l'éducation, c'est un droit inné, et pour nous et pour les hommes. Le droit à pouvoir disposer de son corps, décider l'année où je veux faire un enfant, espacer les enfants de 2-3 ans pour ma santé, ça, c'est des décisions qu'on doit pouvoir prendre et faire comprendre à nos conjoints que c'est un droit que l'État malien même a donné à la femme. Le fait, par exemple, d'accepter une coépouse, c'est un droit que l'État, par moment, a donné à la femme aussi. Le législateur s'est dit, une femme qui accepte de signer la monogamie, par exemple, et que son mari, des années après, décide de prendre une autre épouse, la femme a le droit d'imposer des conditions pour changer son régime, être polygame, au lieu de la monogamie initialement signée pour elle. Donc, nous nous battons pour qu'elles comprennent leurs droits déjà. En comprenant nos droits, nous nous disons qu'il y a des décisions que nous pouvons prendre qui n'ont pas forcément besoin de financement et qui n'ont pas forcément besoin d'être sous couvert de qui que ce soit. C'est des décisions qui nous concernent, qui concernent notre vie privée. Au-delà de ça, nous considérons que l'autonomisation financière fait aussi partie de nos droits. Parce qu'une femme qui est autonome financièrement, elle est d'abord soutien de famille, elle est d'abord soutien de son époux, elle est ensuite soutien de sa famille à elle et de sa belle famille. Donc l'autonomisation financière est importante, c'est pourquoi l'accès aux structures, aux institutions financières, qu'elles soient classiques ou de microfinance, fait partie de nos objectifs parce que nous-mêmes nous œuvrons sur l'économie solidaire, tout en cotisant 100 francs tous les mercredis. Au Mali, nous sommes 2200, ce qui fait 220 000 francs dans notre compte bancaire tous les mercredis.
Donc, l'accès à l'autonomisation, qu'elle soit sociale, financière ou même morale, ou simplement à titre individuel, fait partie des droits des femmes et nous nous battons pour qu'elles comprennent cela. Merci pour ces réponses. Alors, Madame Astambaye, certes, vous êtes juriste de formation, juge d'instruction, on l'a dit, mais est-ce que quelque part, vous avez un combat que vous menez pour que les femmes puissent accéder à leurs droits? Merci pour la question. Le combat que je mène depuis des années, c'est la lutte contre les violences basées sur le genre. Ce combat-là, je l'ai mené en tant que membre des organisations de la société civile pour avoir milité 10 ans dans ces organisations. Et à un moment donné, j'ai vu que le bas blesse au niveau de la justice. Parce que c'est vrai que nous faisons beaucoup de sensibilisation, mais chaque fois qu'on parle de droits, et ailleurs, lorsque ces droits-là sont violés, il faut agir. Absolument. Mais malheureusement, l'action n'est pas la chose la mieux partagée dans la gente féminine. Les femmes subissent, elles n'agissent pas. C'est pourquoi au plan international, le thème cette année, c'est droit, justice, action. Parce que lorsqu'on vous dit que vous avez droit à quelque chose, on ne va pas vous l'offrir sur un plateau d'argent. Il faut agir. Il faut revendiquer ces droits. Mais malheureusement, dans notre pays, les femmes ne revendiquent pas ces droits-là. Donc, le combat personnel, pour moi, c'est aider les femmes à revendiquer leurs droits. Et Dieu faisant bien les choses, j'ai voulu intégrer la magistrature pour continuer à aider ces femmes-là dans leurs revendications. Donc, c'est pourquoi je suis point focal genre de la juridiction dans laquelle je sers, du ministère de la Justice. Parce que le ministère de la Justice a instauré des points focaux genre dans chaque juridiction pour que les femmes puissent s'adresser. Oui, parce que c'est aussi ça le défi. Quand elles vont dans ces juridictions, c'est à qui s'adresser. À qui s'adresser, voilà. Parce qu'on parle tout le temps de l'accès difficile à la justice, mais il faut savoir que non seulement la justice, elle est physiquement loin des femmes, elle est aussi psychologiquement loin des femmes. Parce que même si une femme habite derrière le tribunal, si elle n'a pas le courage de s'adresser à la justice, ça ne sert à rien. Donc c'est pourquoi le combat personnel que je mène, c'est d'accompagner ces femmes-là pour qu'elles puissent réclamer leurs droits. Et c'est un combat de longue haleine. Souvent, ce n'est pas facile parce que c'est aussi des choix à faire. Souvent, pour agir en justice, elles se disent que est-ce que la société va comprendre mon action? Parce que souvent, il y a des femmes qui viennent. Elles disent que elles veulent juste que la violence cesse, mais elles ne veulent pas de sanctions. Elles veulent que ça cesse parce que, comme Aïcha l'a dit, elles veulent vivre en paix. Elles cherchent juste la elles cherchent à se paisibilité. protéger tout en étant en accord avec la société. En accord avec la société. Chose qui est difficile. Qui est difficile parfois. Oui. Parce que quand on parle de justice, c'est d'abord la répression. Et à travers la répression également, nous faisons des actions de prévention. Oui. À travers des actions de répression, la justice fait également des actions de prévention. Mais souvent, il y a des femmes qui ne veulent pas le côté répression. Avec la justice, c'est qui est un peu compliqué. Mais ça nous permet souvent de conscientiser les auteurs, de leur dire souvent, c'est pourquoi le législateur a instauré la médiation pénale, pour que le juge puisse intervenir et sans qu'on aille à la sanction. Mais sauf qu'il y a ces infractions comme les infractions sexuelles qui sont exclues et des infractions criminelles qui sont exclues. Par exemple, lorsque les coups de blessures volontaires ont été donnés en raison du genre. En raison du genre, vous allez voir que soit c'est la femme qui a frappé son mari ou bien c'est le mari qui a frappé sa femme. Ces coups de blessure en raison du genre, là, en cas de blessure, le législateur a ramené la peine jusqu'à 10 ans, mais en maintenant le côté délictuel, pour permettre aux juges de mener toujours cette médiation pénale-là, afin que les actions de violence cessent et que la femme puisse continuer à être dans son foyer. Nous allons y revenir parce que j'ai quand même quelques questions concernant cette question d'agissement par rapport au cas des femmes. Alors, Madame Nansa Konaté, par rapport à vous qui êtes également dans cette question de droit des femmes, parce que vous, je l'ai dit tantôt à l'introduction, vous êtes quand même secrétaire général du COFEM, mais aujourd'hui, quels sont les combats
particulièrement qui vous tiennent à cœur pour que les femmes puissent savoir qu'elles ont des droits, qu'elles sont à mesure de les arracher, même s'il le faut? Oui, merci pour la question. Nous, nos combats, c'est d'abord la sensibilisation des communautés sur les droits essentiels des femmes et des filles, l'accès à l'école, car l'école reste d'abord l'indispensable, le b.a.-ba pour les femmes. Et puis la lutte contre les violences faites aux femmes, notamment le mariage d'enfants, les mutilations génitales féminines et puis les violences domestiques. C'est vrai que ce sont des combats qui sont difficiles à être menés dans une société où on met beaucoup de choses sur le compte du naturel, des us et coutumes. Mais est-ce que vous y arrivez quand même? Bon, on se bat quand même, on fait quelque chose. D'accord. Oui. Alors, Madame Doumbia, concernant cette question des droits des femmes, revendication, les droits des femmes et des filles, au niveau du CAFEL, vous êtes présidente du district, quelles sont les actions que vous menez, sinon quels sont les combats que vous menez pour que les femmes puissent avoir leurs droits, qu'ils soient particulièrement les plus fondamentaux, hein? Ok, merci pour la question. Nous, notre combat, c'est la formation. C'est la formation. Et il faut savoir que CAFEL est une jeune organisation. CAFEL a 3-4 ans. Et elle est implantée à l'intérieur du pays comme et à l'extérieur du pays également. Et CAFEL est représenté dans 23 pays. CAFEL est représenté dans 23 pays. Et au Mali, CAFEL est partout au Mali. Et dans le district de Bamako, il y a CAFEL commune 1, commune 2, commune 3 et CAFEL district. Et donc, moi, je coordonne. Je suis avec les femmes du district, commune 1, 2, jusqu'à Kati. Alors, donc, on travaille, on fait la formation. Parce que pour réclamer son droit, il faut d'abord connaître les droits. Effectivement. Et pour ce faire, il faut former les femmes. Nous formons les femmes et pour qu'elles connaissent leurs droits. Nous formons également les femmes pour qu'elles apprennent les métiers. Par exemple, la confection des sacs en plastique et beaucoup d'autres choses. Et donc, pour dire que la femme, elle est au départ, au centre, l'épicentre, et puis à la fin de tout combat. Et donc, comme on l'a dit, la nuit porte conseil. Cette nuit qui porte conseil, c'est nous les femmes. Parce que quand ça chauffe entre les hommes, chacun dit, la nuit porte conseil, allons dormir. Et chacun consulte sa femme. Alors, donc, le lendemain, maintenant, la solution, elle est trouvée. Mais la femme n'est pas mentionnée. Hein? Voilà, la femme n'est pas mentionnée. Donc, nous formons les femmes pour qu'elles connaissent leurs droits. Nous formons les femmes pour qu'elles puissent être autonomes. Parce que les Bambara disent, Yanika mougo digi, dongo do djege, hon djege la, ika digi, djege minena. Donc, c'est ce que nous faisons. Nous les apprenons à faire le métier, nous les apprenons à connaître également leurs droits. Voilà. Autonomie, la question est déjà arrivée. Alors, Madame Aïché Baba, on sait que vous avez quand même plusieurs groupements de femmes. Hein, et au total, pratiquement, les mercredis, vous êtes à une cotisation de 20 000 et quelques par semaine. Et quand on sait que l'accès au financement, parce que les femmes, elles ont des idées, elles ont des projets, mais comment concrétiser ces projets? Comment arriver à cette autonomisation quand on sait qu'elles ont un très bas taux de bancarisation? C'est vrai que au Mali, le taux de bancarisation est faible, mais pour les femmes, on n'en parle presque jamais. C'est vrai que c'est encore pire. Avant de répondre à cette question, je vais me permettre de réagir sur une de vos phrases qui m'a fait rire tout à l'heure. Réclamer nos droits, oui, mais les arracher. Les arracher des mains de qui? Des hommes? Vous savez, particulièrement le Malien, celles qui me regardent, même celles qui sont beaucoup plus âgées que nous, elles en témoigneront, le Malien n'aime pas être agressé. Malien,
Et la culture dit que sur les 10 doigts de la main, si on doit donner une note à l'homme, on lui donnera 9. Et le 1 qui reste seulement sera pour la femme. Et sans le 1, Tanti vient de le dire, sans le 1 qui est rajouté au 9 sera 10, les doigts seront incomplets. C'est pourquoi je dis on ne les arrache pas. On ne s'est jamais battu pour arracher nos droits, mais on n'a jamais agi pour les appliquer. Ah d'accord, il y a toute une nuance. Quand on nous dit, tous les jours, les griots nous chantent, elles se sont battues pour ça, elles ne l'ont arraché à personne. Sunata a mis son gouvernement à place, il s'est dit, bon, il faut prendre la vie des femmes pour ça, il faut mettre des sorcières, il faut mettre des gens qui ont des niveaux de culture occulte, de compréhension. Voilà. Et je pense qu'au Mali, ça a toujours été le cas. La présidente des femmes de l'AES l'a dit, nous n'agissons pas pour les droits qui nous sont déjà acquis, même sur papier. Donc, pour revenir à l'autonomisation de la femme, nous sommes à une cotisation pour rectifier les chiffres à 220 000 par semaine. Nous sommes 2200 personnes. 100 francs multipliés par 2200 personnes fait 220 000. Oui. Nous travaillons avec une structure de microfinance qui nous aide à gérer tout ça. Et parmi les 2200 femmes solidaires, nous avons un seul monsieur, monsieur Tungara, qui nous sert de comptable. Maintenant, parler d'autonomisation, je vous le disais tantôt, pour nous, c'est d'abord pouvoir compter sur nous-mêmes, compter sur notre cotisation et compter sur nos partenaires. Parce que nos cotisations ne suffisent pas du tout à couvrir les besoins que nous avons et même à nous aider à relever le taux de bancarisation. Pourquoi nous avons choisi une structure de microfinance? Ils sont beaucoup plus proches de nous. À la date d'aujourd'hui, nous avons une seule structure de microfinance au Mali, par exemple, qui prend de l'or comme garantie. Une seule structure de microfinance. Pendant que les institutions financières classiques, autant ils prennent des terrains en garantie pour faire des prêts, autant la Malienne, aussi modeste qu'elle soit, a quelques grammes d'or pour elle. C'est culturel chez nous. Et nos mamans se battent pour ça. Donc il faudra peut-être que nous nous battons pour que les réalités des institutions financières soient au niveau d'une réalité, qui prennent en compte les richesses que nous avons, que nous pouvons mettre en garantie pour prendre des prêts à taux raisonnable pour réaliser nos projets. Vous parlez tout à l'heure du taux de bancarisation qui est passé de 24% en 2022 à 29% en 2024. Jusque-là, c'est très peu. Et c'est vrai que le taux de bancarisation est bas au Mali, mais pour les femmes, c'est pire. Parler de 29% pour une population de 23 millions, où les femmes font plus de 11 millions. 138 000 et quelques. Voilà, vous voyez que c'est très bas. Donc, notre combat, c'est d'abord, elle l'a dit, rapprocher psychologiquement les femmes des institutions financières, qu'elles soient classiques ou de microfinance. Parce que tu peux habiter à côté et ne pas avoir le cran d'y rentrer. Donc, les femmes solidaires, on les apprend aussi cela. On leur dit, osez rêver grand. L'échec fait partie de la vie des entrepreneurs. On réussit certains coups, d'autres coups, on ne les réussit pas. Les prêts, on peut les prendre. Les femmes solidaires ont l'avantage d'être garanties par notre structure à nous-mêmes. Nos cotisations nous permettent de faire des garanties au niveau des institutions financières pour que nous puissions prendre des prêts. Mais les cotisations ne sont pas faites sous forme de tontines pour qu'on puisse les ramasser. D'où la différence. C'est pourquoi nous gardons notre argent jusqu'à notre assemblée générale. C'est là où nous les dépensons dans des activités génératrices de revenus pour les femmes. Pour le 22 septembre dernier, nous avions eu 27 partenaires qui ont bien voulu accompagner 27 comités des femmes solidaires, plus l'institution financière qui nous accompagne. Ils nous apprennent comment gérer tout ça. Le taux de réussite est de plus de 80%. Donc Dieu merci, les remboursements se font comme souhaité, parce qu'on les apprend déjà à se dire que prendre un prêt, c'est un droit. Les femmes solidaires sont là pour garantir et il n'y a rien à saisir derrière. Et c'est des prêts qui sont bien négociés à hauteur de nos réalités. Bien négociés à hauteur des réalités. Pour revenir à vous, Madame Astambaye, parlons des violences faites aux femmes. Aujourd'hui, je souhaiterais savoir quelles sont les législations qui sont déjà là pour au moins se dissuader ceux qui veulent être auteurs de ces violences. Merci pour cette question. Le Mali n'avait pas de texte spécifique qui réprime les questions de violence basées sur le genre. Les questions de violence basées sur le genre étaient réprimées dans nos législations de façon éparse. Mais depuis décembre 2024,
le Mali s'est doté de 2 textes, le Code pénal et le Code de procédure pénale. Le Code pénal du Mali, pour la première fois dans notre histoire, a prévu tout un titre sur les questions de violence basées sur le genre. Et par rapport aux infractions qui ont été prévues, il y a cette question d'autonomisation. Parce qu'on parle d'autonomisation, mais on oublie souvent le côté des maris, des époux, qui refusent souvent que la femme travaille. C'est vrai. Et lorsque le refus se fait souvent sans justification, juste par plaisir, parce que je suis le chef, souvent c'est compliqué. Des femmes ont été privées de certaines opportunités parce que leurs maris ont refusé. Donc c'est pourquoi le législateur a prévu une infraction par rapport au déni des ressources. Alors, expliquez-nous concrètement, parce que ce point est très important pour Oui. beaucoup de femmes, hein, parce qu'on se dit, à la limite, quand on est marié, quand Oui. on est sous la coupole de son époux, lui a le droit de décider de tout ce qui concerne la femme. Oui. Est-ce que, quelque part, ça permet de mettre les femmes dans leurs droits avec cette nouvelle législation? Oui, ça permet de mettre les femmes dans leurs droits, mais comme Aïcha l'a dit, souvent, on n'aime pas être violenté. Par ricochet, on n'aime pas la répression. Donc, l'importance de prévoir ces infractions-là dans la législation, ça permet souvent à la femme de porter plainte, mais pas forcément pour que le mari aille en prison, mais ça permet souvent de se retrouver face à une autorité qui va discuter, qui va vous permettre d'échanger. Alors, créer un cadre d'échange. Parce qu'on a parlé de médiation pénale. Parce que ce n'est pas criminel, c'est une infraction. Ce n'est pas une infraction qui est criminelle, c'est une infraction qui est délictuelle. Chaque fois, je parle que ce n'est pas criminel parce que chaque fois que nous rentrons dans le cadre d'un crime, la médiation pénale n'est pas possible. Mais chaque fois que c'est délictuel, le procureur peut toujours discuter, proposer une médiation pénale pour qu'on puisse trouver la solution à l'infraction. Donc, depuis 2024, le déni des ressources est une infraction qui est prévue dans ce sens. C'est pourquoi il serait intéressant pour les organisations de la société civile de faire des sensibilisations autour de ces textes pour que les femmes puissent savoir qu'actuellement, il y a un arsenal juridique qui est mis en place qui leur est favorable pour qu'elles puissent revendiquer leurs droits. Alors, Madame Nansa Konaté, on sait qu'aujourd'hui, la législation est du côté des femmes, si on peut se le permettre, entre guillemets, de le dire ainsi. Mais vous qui êtes dans la formation, est-ce que vous saurez faire sienne de cette législation pour que les femmes, au moins, puissent savoir qu'elles ont, certes, le droit d'avoir des activités génératrices de revenus. Et quand le mari s'oppose, on peut convoquer son époux, mais pas forcément pour le mettre en prison. D'accord. Pour vous, quel sera le défi, surtout la difficulté par rapport à cela? Parce que c'est aussi ça, hein? On est dans une société patriarcale où c'est l'homme qui est au début et à la fin. Hein? Oui, bon, je sais que d'abord, il y a nos us et coutumes pèsent beaucoup sur la femme à ce niveau, mais on doit beaucoup faire pour que vraiment ça change du côté des femmes. Étant donné que le Mali a ratifié tous les textes internationaux, mais c'est son application qui pose problème. Donc, il ne doit pas avoir de problème à ce niveau, sauf du côté, est-ce qu'il n'y a pas, on dirait qu'il n'y a pas un peu du côté un manque de volonté politique à ce niveau pour l'application de ces textes. Sinon, si on parvient vraiment à appliquer tous ces textes-là correctement, en tenant compte de nos réalités, je pense que tout doit aller. Tout doit aller, d'accord. Alors, Madame Doumia, par rapport à cette question, avant qu'on ne passe, est-ce que vous souhaiteriez réagir? Parce que pour moi, c'est une première. Hein. Je fais la découverte certainement au même titre que les téléspectateurs et les téléspectatrices par rapport à cette législation qui permet aux femmes d'amener leurs hommes au raisonnement, parce que c'est surtout ça. Tout à fait. Mais moi aussi, je l'ai su ces dernières années. Parce qu'il y a des connaissances qui ont eu des problèmes pareils
Et on a eu recours au cabinet juridique qui a convoqué son mari et puis échangé avec. Mais le problème qui se pose, c'est comme on l'a dit, le problème il est sociétal. Parce que quand quelqu'un qui ose convoquer son mari devant les tribunaux ou en tout cas dans une clinique là, et on l'a dit, ni kontara ni ka mogo ye fanga na koni adamadenya ba. Et c'est ça, c'est ce qui retient les femmes. C'est ce qui retient les femmes. Oui. Voilà, c'est ce qui retient les femmes. Mais de plus en plus, il faut aussi mener une sensibilisation de part et d'autre. Et auprès des hommes et auprès des femmes, que les femmes sachent qu'elles peuvent partir avec leur mari, aller devant les tribunaux avec leur mari, rien que pour un cadre d'échange. Et que les maris aussi sachent que je viens, c'est pour, en tout cas, respecter les droits de ma femme. C'est ça. Il faudrait faire une sensibilisation de part et d'autre. Une sensibilisation. Aïcha, vous souhaiterez réagir par rapport à tout ça avant qu'on passe? Effectivement, elles ont raison. Il faudra faire une sensibilisation et surtout à nous de renforcer l'éducation des jeunes garçons pour cela. Les jeunes filles sont éduquées pour être des femmes au foyer, pour être des femmes soumises. Mais qu'en est-il de nos garçons? Qu'est-ce qu'on les apprend sur les droits des femmes? Tu vas devenir un homme. Comment est-ce que tu dois traiter ta femme? Elle doit être la reine de la maison. Tu dois être compréhensif. En écoutant tout le monde, je vois que administrativement et sur papier, nous avons tous raison. Mais est-ce que l'ossature de notre société même doit nous permettre d'en arriver là? Nos époux doivent avoir des gens auxquels ils ne peuvent pas dire non. Ou c'est un comment dirais-je, le parrain est là, la marraine. À un certain moment, quelqu'un dans la famille doit pouvoir te dire, bon, tu embêtes tout le monde, ta femme, elle ira travailler. Que tu le veuilles ou non, tu vas la laisser travailler parce qu'il y a un pacte social qui te lie à la personne qui t'oblige à le faire. Malheureusement, si on ne retourne pas à nos valeurs sociétales, le législateur va prendre toutes les décisions en faveur des femmes. Nous allons rester à ce stade-là parce que nos valeurs sociétales avaient déjà réglé tout ça. Et Madame la Présidente pourra en témoigner, seuls les problèmes de crime qui ne pouvaient pas être gérés plutôt en famille étaient amenés au tribunal. C'est pourquoi c'était l'extrême. Mais quand il s'agit de médiation, vraiment faisons en sorte de gérer ça à la maison pour leur faciliter à eux aussi la tâche. Maintenant, quand on ne peut pas du tout, le législateur peut aussi s'en mêler pour dire, bon, la loi lui permet ça aussi, toi aussi. Que le balcon, il faut la laisser aller travailler. Oui, madame. Je vais vraiment ajouter à ce que j'ai dit. Dans tout ça, là, il y a la méconnaissance des droits par les femmes. Il faut à ce niveau sensibiliser les femmes sur leurs droits pour que vraiment ça change. C'est ce que j'aimerais ajouter à ce que j'ai dit. Alors, puisque vous avez le micro, pourquoi aujourd'hui les femmes n'ont pas encore accès ou sont très faiblement représentées dans des postes électifs, nominatifs, quand on sait qu'elles représentent quand même 49,7% de la population malienne? C'est quoi le souci? Est-ce que c'est parce que les femmes ne sont pas solidaires entre elles ou bien est-ce que c'est par méconnaissance des textes? Ou qu'est-ce qui peut expliquer cela? D'accord, merci pour la question. Je dirais qu'il y a d'abord la méconnaissance des textes par les femmes. Il y a ça. Il y a aussi, on a des textes en faveur des droits des femmes ou non. La loi 052 est là. Avant la loi 052, il y avait le PNG, Programme National Genre. Donc, en plus de ça, on a nos codes pénals ou bien codes de famille, qui est code de personnes de la famille. Il faut vraiment que ces textes soient bien appliqués. Mais il faut aussi la solidarité entre les femmes, il y a ça, et puis l'engagement des femmes pour vraiment être visibles sur toutes les scènes. En ce moment, on aura beaucoup de place à briser parce qu'on ne connaît pas
la capacité de la femme comme ça, quand on reste au même niveau, nos capacités vont rester à côté de nous. Il faut nous faire voir la capacité, par exemple, telle que Haché Baba. On s'est retrouvé sur la plateforme des femmes, mais je suis très bien tout ce qu'elle fait. Et c'est comme ça qu'on doit agir dans la société. Merci. Merci beaucoup. Alors, Madame Doumbia, la même question pour vous. Hein. Pourquoi les femmes ne sont pas assez représentées dans les postes, qu'ils soient électifs, qu'ils soient nominatifs, ou même quand une femme aspire, on ne va pas se voiler la face, hein, ou parfois même quand une femme aspire à un poste, ce sont d'autres femmes qui la découragent. Merci. Et la question, elle est pertinente. Et vous savez, nous sommes dans une société où la femme, c'est-à-dire, elle est sous les pesanteurs. D'accord. Elle est sous les pesanteurs. Il y a les pesanteurs qui font que la femme, elle est sous-représentée dans les instances de prise de décision. Il y a aussi le fait que les directoires aussi ne respectent pas les textes. Regardez, au niveau de nos gouvernements, il y a combien de femmes dans les gouvernements? Au niveau de nos assemblées, il y a combien de femmes? Il y avait combien de femmes? Aujourd'hui, au CNT, il y a combien de femmes? Dans l'administration, elles sont combien à occuper des postes de responsabilité? Il faut, les Bambara disent, dobe nyala, dobe nyachela kaufanana. Que nos autorités respectent les textes. Et que les femmes également, se battent. Parce qu'on ne se bat pas. Et ça ne s'offre pas sur un plateau d'argent. Hein. Ça ne s'offre pas sur un plateau d'argent. Il faut se battre. Et moi, j'ai fait le mouvement syndical. J'étais présidente des femmes d'une confédération syndicale des travailleurs du Mali, la CSTM. Et c'est ce qui a fait que j'ai connu beaucoup de femmes de la société civile, parce qu'on a mené des activités ensemble. Alors, donc il faut que la femme se batte. On ne se bat pas. Et petit, on se dit, nous y sommes. Mais c'est ça. Moi je veux le poste. Et cet homme aussi veut le poste. Qui va l'avoir entre nous deux? Toi, tu es à côté. Moi, je suis à côté. Et lui, il est en train de se battre. Logiquement, l'homme va l'avoir. C'est ça. Donc, il faut que les femmes se battent. C'est vrai. On ne va pas se battre quand il faut face à face. Quand il y a ou bien non. C'est la compétence. Comme on le dit, égalité des chances. Égalité des chances. Égalité des chances, il faudrait que la femme aussi se fasse valoir. Sinon, on n'ira nulle part. Donc, Madame Touré, Madame Doumbia, pardon, la femme doit se battre et elle doit aussi montrer ses compétences. J'imagine, je ne va pas partager mon avis comme quoi certaines femmes ne sont pas solidaires entre elles. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ce taux assez bas de représentativité des femmes? C'est vrai, il y a une loi qui existe, 30% de femmes dans chaque poste électif ou nominatif dans le groupe qu'on va présenter, mais la réalité est tout autre aussi. Là, je vais t'étonner. Je suis d'accord à moitié que les femmes ne sont pas solidaires entre elles. Malheureusement. On en est là. On en est encore là, malheureusement. Maintenant, Madame Konaté a parlé de PNG, de loi Umumba, la loi 052. Je dirais bien avant tout cela, je le disais tout à l'heure, la Constitution dit que tous les Maliens naissent égaux en droits et devoirs, sans distinction de race, ni de religion, ni de sexe. C'est clair. Ça veut dire que nous avons les mêmes droits que les hommes. C'est très clair. Maintenant, est-ce que nous-mêmes, à la maison, nous acceptons que nos filles rêvent grand? Laissons les filles rêver grand.
Madame Konaté parlait tout de suite de moi. Moi, c'est avec fierté que mon papa dit à qui veut l'entendre que j'ai toujours voulu être comme Feu, l'épouse de Moussa Traoré. Je me suis toujours dit, je vais être comme Mariam. Je vais être comme Madame Traoré. Je me suis toujours dit, je vais être l'épouse de Moussa Traoré. Moi, j'ai toujours voulu être au devant des choses. Depuis toute petite, j'ai voulu être chef de grain. Je suis allée à l'AM pour ça, ainsi de suite. Parce que mes parents m'ont permis de rêver grand. À la date d'aujourd'hui, nous avons des filles. Quand elles te disent, maman, je veux devenir présidente de la République, on va faire Stafourla, au Bida, au Temusoga Baraye. Maman, je veux devenir ingénieur. Au Toy, ta banque Kalanke, sois avocate. Mais il faudra que l'on comprenne que rêver grand, c'est déjà quelque chose. Ça permet à nos filles de se dire qu'elles peuvent avoir les mêmes rêves et les réaliser que les garçons. Elles peuvent prétendre au même poste que les garçons, à condition de faire les mêmes études et d'avoir les mêmes expériences. J'ai coutume de dire aux jeunes filles que, malheureusement, dans notre monde, il faut se battre 2 fois quand nous sommes nées femmes. C'est clair, il faut se battre 2 fois. Et de surcroît, être une femme noire, là, c'est encore pire. Être noire, être une femme, c'est encore pire parce que la société occidentale a accepté de laisser certains rôles à la femme que nous, notre société patriarcale, n'a pas encore voulu nous donner. Bien vrai que ce sont nos droits sur papier. Mais dans les faits, nous restons toujours au sous-couvert de notre époux. Et là, ça nous plaît même d'ailleurs. La preuve en est que quand on va dans nos soumous, tu as beau dire Aïcha Baketa, quand tu ne dis pas Madame Touré, je ne donne pas d'argent. C'est ça. C'est ça. Et cela, ça nous plaît parce que c'est ce qui nous valorise. La société est ainsi faite. Exactement. Maintenant, pour revenir à ta question, pour dire pourquoi nous avons un si faible taux de représentativité, je pense que les dames ont tout dit. Le premier magistrat de la République reste le président de la République. Là, c'est un appel qu'on va lui lancer. Pour être représenté à des sphères très élevées, il faut que le président prenne en compte les 30% ou 70%. Pourquoi pas un gouvernement de 70% de femmes? Essayez aussi voir. Et 30% hommes. Pourquoi pas? Ça ne fera pas de mal. Hein? Ça ne fera pas de mal. Le président de la République, d'abord, doit donner l'exemple à travers des postes nominatifs. Et nous autres, nous allons avoir le courage de se dire, bon, maintenant qu'on a assez de femmes dans le gouvernement, assez de femmes au CNT, nous pouvons prétendre à d'autres postes et nous frotter intellectuellement aux hommes. Je pense qu'elles ont pratiquement tout dit, mais à la base, il est encore important que nous laissons les rêves de jeunes filles à sortir des « je veux être une princesse, je veux jouer avec des Barbies », qu'on se dise que nous pouvons avoir les mêmes rêves que les garçons et les réaliser. Merci pour cette intervention. Alors, Madame Astambaye, juge d'instruction, j'aime bien le dire, hein, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est aussi pour dire que vous êtes confrontée à plusieurs réalités, vous, en tant que femme, et bien évidemment, mais aussi en tant que législateur, quelque part. Comment faire en sorte de déconstruire cette idée comme quoi... quand on amène à quelque chose un homme ou son époux devant les juridictions, ce n'est pas seulement pour l'enfermer. Et même dans le cadre des violences où il y a eu coups et blessures ou même crimes passionnels, malheureusement, c'est la société elle-même qui fait pression sur une partie, notamment les femmes, pour les dissuader d'avoir accès à leurs droits. Et merci pour la question. Juste une précision, la loi 052, on parle de deux sexes. Comme nous sommes sous-représentés, c'est pourquoi nous pensons que c'est une loi pour les femmes, mais c'est une loi pour les deux sexes. On dit chaque fois qu'il y a plus d'hommes que de femmes, il faut corriger 30%. Chaque fois qu'il y a plus de femmes que d'hommes, il faut corriger 30%. Par rapport également, je voulais réagir par rapport à ce texte. Vous en prie, allez-y. Voilà, parce qu'on a dit pourquoi les femmes ne sont pas représentées. Ça rejoint souvent à la solution institutionnelle. C'est pourquoi on a souvent beau sensibiliser, tant qu'il n'y a pas de texte pour soutenir certaines choses, ça ne bouge pas. Par rapport à ça, il y a eu beaucoup de sensibilisation, mais il a fallu qu'il y ait cette loi 052 et cela a fait tache d'huile à la première élection législative qui a eu lieu. Parce que vous avez vu c'était pour la première fois de l'histoire, l'Assemblée nationale s'est retrouvée avec plus d'une trentaine de femmes, alors qu'on n'avait jamais dépassé 5-6 femmes. Donc vous voyez que souvent, lorsque la solution elle est institutionnelle, ça corrige les inégalités. Et par rapport à la sensibilisation sur l'accès des femmes ou bien la saisine
de la justice par les femmes. On l'a rappelé plusieurs fois ici. Souvent, la société a fait comprendre à la femme que lorsque elle agit en justice, c'est mal vu. Donc, ce qui fait qu'elle reste dans ce cycle de violence. Vous avez vu, certaines choisissent la facilité, parce que le suicide, pour moi, c'est la facilité. Certaines choisissent souvent la facilité en se suicidant, parce que personne ne parle. Personne ne parle. Du moins, tout le monde fait semblant de ne pas voir. Fait semblant de ne pas voir. Elle vit dans cette violence. Donc, au lieu de saisir les juridictions pour qu'on puisse dire à l'avenir que la maman a convoqué le père, certaines ont choisi de simplement se suicider. Parce que souvent, c'est ce que j'ai dit, la justice, ce n'est pas que répression. La justice, souvent, elle est dissuasive. La justice, elle est préventive. Et la répression, bien souvent, en dernière position. Donc, c'est pour dire aux femmes que lorsque on a droit à quelque chose, il faut toujours revendiquer. Et puis, même par rapport à la loi 052, souvent on voit que lorsqu'il y a des nominations qui ne respectent pas cette loi, c'est une loi. Pourquoi les femmes n'agissent pas? Pourquoi nous n'agissons pas pour faire respecter la loi 052? Donc, elles ont le droit également de saisir les juridictions compétentes pour dire que je ne suis pas d'accord avec telle liste qui a été dressée. C'est vrai, oui. Mais difficilement, les femmes ne le font pas. Cette question de solidarité. Parce qu'il faudra que les femmes, nous soyons solidaires entre nous. Il faut que nous soyons solidaires. Il faut que nous entamons des actions. Souvent, certaines actions, elles sont même dissuasives. Hein. Souvent, lorsque vous entamez quelque chose, même si vous ne connaissez pas le résultat in fine, en tout cas, ça va faire tache d'huile. Parce que pendant ce temps, la presse va en parler, tout le monde va en parler. On va dire, les femmes, elles ne se laissent plus faire. Et la prochaine fois, on va réfléchir avant d'entreprendre une telle action. Donc, l'action, c'est à travers l'action que nous pouvons avoir nos droits. Et sans action, parce que, comme on l'a dit, le juge ne s'autosaisit pas. C'est le procureur qui peut s'autosaisir. Et le procureur aussi, lui, il est le fruit d'une société. Lorsqu'il est le fruit d'une société, il y a certaines actions aussi qui ne vont pas le choquer pour l'amener à s'autosaisir. Donc, il faudra que les femmes saisissent la justice pour revendiquer leurs droits. Nous allons faire un dernier tour de table. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Je commençais par vous, Madame Doumia. Est-ce que vous avez une recommandation, sinon un appel, un message à l'endroit des femmes? Parce qu'aujourd'hui, nous parlons des questions des droits des femmes et des filles. On a parlé de l'autonomisation. Mais est-ce que quelque part, vous avez un message, une sensibilisation dont vous souhaiterez faire part? Bon, les messages que je souhaite lancer aux femmes, c'est de dire aux femmes de se battre pour connaître leurs droits. Il ne sert à rien de réclamer ces droits si on ne le connaît pas. Donc, il faudrait qu'elles apprennent à connaître leurs droits. S'informer. S'informer, se former. Que les organisations de la société civile que nous sommes, que nous nous focalisons sur la formation des femmes. Parce que la formation des femmes, aujourd'hui, il y a beaucoup de formations qui se déroulent en Bamanankan. Et ça permet aux femmes de comprendre. Elles comprennent mieux aujourd'hui. Et souvent, elles t'appellent même pour te dire, voilà, lors de la formation, vous m'avez dit qu'il fallait passer par ça. Voilà, j'ai fait ça. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et là, tu lui donnes aussi d'autres informations. En tout cas, moi, je me focalise sur la formation des femmes pour qu'elles puissent connaître leurs droits. Merci. Formation des femmes pour qu'elles puissent connaître leurs droits. Alors, Madame Nansa Konaté, une dernière intervention par rapport à cette question des droits des femmes, parce qu'on l'a dit, on souhaiterait savoir où est-ce que nous en sommes. Certes, la question de la formation a été mise en avant par Madame Doumia. Est-ce que vous allez mettre cette même formation au cœur de vos préoccupations? Oui. Nos actions principales, nos cibles d'abord, c'est les femmes. Depuis Bamako jusque dans les régions, le COFEM se trouve dans presque, à part les nouvelles régions, nous sommes dans toutes les régions. Et nos cibles sont les femmes. On les renforce en gouvernance, en violence, VBG,
tout AGR, ils sont formés dans tout ça là. Mais ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'il faut d'abord comprendre qu'il est temps de briser la culture du silence au niveau des femmes. Et puis la stigmatisation. Que nous ayons confiance en nous-mêmes pour pouvoir avancer. Merci. Merci beaucoup. Alors, Madame Astamba, une dernière réaction par rapport à cette question du droit des femmes, droit des filles, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Comme nous l'avons dit tout au long de ces échanges, sur le plan sur papier, nous donnons l'impression d'être surprotégés. Il y a tellement de textes qui protègent les femmes. Nansa l'a dit, il y a beaucoup de conventions internationales et régionales qui ont été ratifiées en faveur des femmes. Et actuellement, le Mali également a adopté des textes en faveur des femmes. Mais tout cela ne sert à rien si on ne les réclame pas. Donc c'est pourquoi je suis d'accord avec ma tante qui dit qu'il faudra que les femmes s'informent, mais il faudra aussi que les organisations de défense des droits des femmes puissent permettre aux femmes de s'informer. Elle a parlé de la langue. Il ne faudra pas que tout se passe en français. Il faudra que nous sensibilisons les femmes dans les langues qu'elles comprennent. Et puis, si nous les informons sur leurs droits, il faudra aussi leur dire les mécanismes qui existent pour qu'elles puissent réclamer ces droits. Par exemple, moi, je suis au sein de la plateforme, je représente l'association des juristes maliennes. Les juristes maliennes, ce sont des professionnels de droit, des femmes magistrates, avocates, notaires, huissiers, qui font beaucoup de sensibilisation et lorsque la femme n'a pas les moyens, qui lui donnent également un avocat. Donc, ça permet aux femmes non seulement d'être informées, et également d'agir pour revendiquer ses droits. On ne s'assoit, pour une fois de plus, on ne s'assoit pas sur un droit, on le revendique. Merci. Merci beaucoup. Alors, Madame Aïcha Baba Keïta, nous allons terminer avec vous par rapport à cette question des droits des femmes et des filles. L'autonomisation a été évoquée. Le faible taux de représentativité a été également évoqué. L'un des défis aujourd'hui, c'est que le Mali, l'arsenal juridique est là, mais elles n'ont pas forcément recours aux mécanismes qu'il faut pour être protégées comme il le faut. Une dernière réaction ou un message que vous avez à l'endroit de nos téléspectateurs et téléspectatrices? Le message que j'ai, c'est d'abord à l'endroit, c'est un message présent d'abord à l'endroit de nos autorités qui ont bien autorisé notre département de tutelle, le ministère en charge de la promotion féminine, de choisir un thème national qui est droits des femmes et des filles, agir pour un avenir sûr et équitable dans un Mali résilient, unifié et souverain. Cela veut tout dire à mon sens. Cela veut tout dire. Si les autorités, en premier lieu, font tout pour que ce thème soit et que dans la réalité, cela soit appliqué ainsi, je pense que beaucoup de nos problèmes, que ce soit des jeunes filles ou des femmes actives ou inactives, vont être résolus. L'appel que j'ai aussi à lancer serait à l'endroit des partenaires techniques et financiers qui continuent à investir dans les institutions féminines ou des initiatives féminines. Nous n'avons pas toujours de très bonnes idées, mais qu'ils nous aident à les structurer pour nous aider à les financer. Parce qu'une femme autonome, c'est aussi une femme qui est beaucoup plus libre dans sa tête et qui contribue au développement de son pays. Et à la suite de cela, j'ai aussi un appel à lancer aux leaders communautaires et religieux pour nous appuyer activement à la promotion des droits des femmes. À la date d'aujourd'hui, les religieux sont très très écoutés. Et Dieu seul sait que dans beaucoup de religions monothéistes, la femme est protégée et même surprotégée. Estamba, il le disait tout à l'heure. Donc, s'il nous aide à faire des sensibilisations dans ce sens, à faire des sensibilisations en nous disant que ce n'est pas interdit par nos religions que la femme travaille, à condition que cela nous arrangerait beaucoup. Maintenant, à nos téléspectateurs, on espère qu'on n'a absolument rien dit de grave. Comme on le dit en Bambara, dans Donamine ça c'était notre avis de ce qui se passe en général dans nos associations. On a parlé de solidarité féminine, pas de solidarité féminine parce qu'en Barmaba flati kunyoron kono. Donc en la doga songa ke barama mangani nyani barama baya turgasi ima. Nandona minke sila okaketu. Merci. Merci beaucoup. Je rappelle nos invités pour cette question des droits des femmes et des filles. Où en sommes-nous? Était Aïcha Baba Keïta, elle est présidente de la coordination des femmes solidaires et autonomes et de la Forçata civile. À ses côtés, nous avons Madame Nansa
Konaté, secrétaire général de COFEM. En face d'elle, nous avons Astambaye, juriste de formation, juge d'instruction, également présidente de la plateforme des femmes de l'AES, et Madame Doumia Kadidja Touré, présidente du district Kafel. C'est bien cela. Merci à vous, mesdames, d'avoir accepté notre invitation. Un débat enrichissant et j'espère qu'il a été plaisant pour vous de nous suivre. Nous terminons par cette citation d'Abbé Pierre qui dit, je cite, « Les femmes seront toujours le moteur le plus puissant de l'humanité ». Je reprends pour vous, les femmes seront toujours le moteur le plus puissant de l'humanité. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Qu'Allah bénisse le Mali. Bonsoir. Merci. Bakateli, Achekai, Anokai. Ibe om nanani wa ibe om nanani anduye. Nyogote nyogomanda andilula, c'est de la qualité. Nyogote nyogomanda andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Anti Baratelima, Cheyuma, Somota Matemedia, Somota matemedia. Anti Baratelima, Telima, Wadaka di Tro. Sojo la la fiera, petirike la fiera. Ibe om nanani Mali on severa. Andu intérieur, indox, andu extérieur, exdox, somota matemedia do. Anisi mankol, abara no kanyine, abeja teliala, abika so nuguya, somota matemedia. Bara no kanyi, ibi om bara no kanyi. Sogo no tani, kene mata, abara no